Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi 6 avril 2022. Alors, beaucoup de choses aujourd'hui, hein. Nous allons faire le point sur les différents catalyseurs, beaucoup de choses par rapport aux sanctions, donc au conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine, beaucoup de choses concernant les matières premières, notamment les pétroles, mais également le blé qui reprend sa hausse après avoir constaté une reprise haussière également sur le gaz naturel. Donc les matières premières liées à ce conflit sont de retour sur le devant de la scène. Nous allons en parler, on a déjà parlé de ces matières premières lors de ces dernières semaines et nous allons donc voir quelles sont les nouvelles actualités. Concrètement, hier, les principales bourses européennes ont terminé en baisse, à part l'indice espagnol et l'indice britannique. Visiblement, les investisseurs sont en train d'évaluer l'éventualité de nouvelles sanctions contre la Russie. L'Union européenne a annoncé donc son intention de réduire les importations de charbon en provenance de Russie, privant ainsi l'économie russe de 9 millions d'euros suite à l'accumulation de preuves de crimes de guerre commis par les forces russes à Bucarest et dans d'autres régions que les troupes russes ont récemment quittées. Alors bon, on se sanctionne concrètement nous-mêmes, notamment la France, au moment où nous avons besoin du charbon, où nous sommes en train de relancer le nucléaire, donc où justement cette relance du nucléaire n'est qu'un projet. Et donc cela aboutit à une hausse considérable des cours du charbon, et ça pourrait être que le début de cette hausse si cette nouvelle sanction, cette réduction des importations de charbon en provenance de Russie venait à être appliquée. Voilà pour le charbon, car la Russie est un important producteur de charbon, justement. On notera également que la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, a déclaré que l'UE allait travailler sur de nouvelles sanctions, notamment des restrictions sur les importations de pétrole, donc le charbon et le pétrole. Concernant les données en Allemagne et dans la zone euro, les indices PMI ont dépassé les estimations préliminaires. En Espagne, l'indice PMI des services a manqué le consensus. Et en France, les sondages ont montré que la candidate d'extrême droite, Marine Le Pen, rattrape Emmanuel Macron en vue des élections présidentielles du 10 avril. Donc voilà pour les principales actualités en provenance de l'Union européenne, dont certaines qui nous concernent directement, notamment concernant le charbon et les élections. Alors, à Wall Street, l'humeur était à la baisse après l'annonce par Brainard de la Réserve fédérale américaine que la Banque centrale pourrait commencer à réduire son bilan dès le mois de mai si l'inflation restait trop élevée d'ici là, ce qui sera très probablement le cas. Le Dow Jones a légèrement baissé, le S&P 500 a perdu 0,6% et le Nasdaq a plongé de plus de 1,6%. Des valeurs technologiques qui étaient portées hier par Twitter et notamment les sociétés de réseaux sociaux après l'annonce des avoirs d'Elon Musk. On notera également que le Trésor américain a gelé les réserves en dollars du gouvernement russe dans les banques américaines, ce qui empêche Moscou de payer 552 millions de dollars en principal et 84 millions de dollars en coupons d'obligations souveraines. Les paiements devraient être versés aux détenteurs d'obligations le 4 avril, ce qui marque le début de la période de grâce de 30 jours avant un défaut historique. Donc ça, c'est très important également. Sur le front des données aux États-Unis, l'activité économique dans le secteur des services a augmenté en mars, mais les entreprises ont continué à faire face à des coûts plus élevés en raison de la persistance des tensions sur l'offre. L'économie reste forte, mais il convient de rappeler que le secteur manufacturier est le premier à réagir à un éventuel ralentissement. Et ça, c'est très important et c'est ce que l'on constate à l'heure actuelle. Et compte tenu des coûts énormes des matières premières, un ralentissement dans ce secteur ne peut être exclu. On notera que dans ce contexte-là, la Deutsche Bank ne s'attend plus à un atterrissage en douceur de la Fed dans le cadre du resserrement de sa politique, suivi d'une légère récession aux États-Unis. La Deutsche Bank prévoit une contraction du PIB américain au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024. Sur le front des entreprises, on en a parlé de Twitter. Twitter prolonge sa hausse de lundi après des informations selon lesquelles Elon Musk rejoindra le conseil d'administration de l'entreprise. Un mot sur la pandémie en Chine. Les autorités de Shanghai ont déclaré que le confinement de la ville durera jusqu'à ce que toute la population soit testée. Ces tests débuteront dès le 6 avril, donc dès aujourd'hui.
Selon le Wall Street Journal également, les États-Unis s'apprêtent à prendre des sanctions contre la Sberbank, la plus grande banque russe, et Alfa Bank, la plus grande banque privée de Russie. Alors, très rapidement sur le marché d'échange, très forte hausse du billet vert, un euro-dollar qui est en train de passer à l'heure actuelle sous les 1,09. On l'avait envisagé, on va en parler parce que les investisseurs s'attendent à un fort resserrement de la politique de la Réserve fédérale américaine, ce qui a un impact négatif également sur les métaux précieux. Et l'or, le métal jaune a chuté à 1920 dollars l'once. On est actuellement aux alentours des 1919 dollars l'once. L'argent a chuté à 24,35 dollars. Le pétrole est plus ou moins stable, hein, vous voyez, on n'a pas réussi à franchir ce nuage malgré la présence d'un twist. Vous voyez ici, hein, le Brent est allé tester ce twist très précisément. Je vous rappelle qu'un twist est un croisement de SSA et de SSB. C'est une faiblesse du nuage qui, normalement, favorise le passage des cours. Ça n'a pas été le cas pour le moment. Il faut rappeler qu'on a eu tout de même un fort rebond, hein, au cours de la séance de lundi, hein, on peut le voir ici. C'était en réponse à la hausse des prix à l'exportation de Saudi Aramco, donc de l'Arabie Saoudite. Le pétrole brut a également réagi aux commentaires de la Maison Blanche qui a l'intention d'augmenter les importations de pétrole en provenance du Canada. Donc c'est une nouvelle qui est théoriquement négative pour le pétrole et qui est très positive pour le CAD. En atteste, hein, cette hausse considérable de l'USD CAD. Ici, hein, cette baisse, pardon, de l'USD CAD, mais nous avons une hausse, hein, du billet vert qui vient prendre le dessus sur la baisse du dollar canadien. Alors, il faut quand même rappeler ici pourquoi l'effet est quand même mesuré, hein, cette annonce. Tant que le projet d'oléoduc Keystone XL n'est pas réactivé, l'impact de cette augmentation des importations de pétrole canadien pourrait être limité, hein. Donc on peut augmenter l'importation, mais la capacité d'augmentation, la marge de manœuvre est très faible. Il faut remettre au goût du jour, ce projet d'oléoduc Keystone XL afin donc d'augmenter considérablement l'importation. Je vous rappelle que Joe Biden, dès son premier jour, dès son investiture à la Maison Blanche, avait signé un décret pour annuler cet oléoduc pour des raisons écologiques. Alors, est-ce qu'il va faire marche arrière? C'est de cette manière-là qu'il pourrait vraiment rendre cette information impactante. C'est de cette manière-là qu'il pourrait augmenter considérablement l'importation de pétrole brut en provenance du Canada. Toujours concernant le marché pétrolier, on notera que le rapport de l'API sur les stocks de pétrole brut, rapport hebdomadaire, a indiqué une augmentation de 1,08 million de barils quand on s'attendait à une contraction de 1,5 million de barils. Et on termine ce contexte de marché très fourni aujourd'hui par le blé qui a progressé fortement parce qu'il y a encore une fois une incertitude persistante concernant la situation en Ukraine. Les soldats russes ont détruit 6 silos à grains et en parallèle, la sécheresse a réduit la quantité des récoltes de blé d'hiver aux États-Unis à son plus bas niveau depuis 10 ans. Et cela a permis au blé de se hisser au-dessus de la résistance des 1000 cents, le boisseau. Nous allons en parler. Donc beaucoup de choses aujourd'hui, vous l'aurez compris. Et donc on va examiner avec attention les différentes configurations techniques, tout d'abord du marché action et donc des indices boursiers. On est toujours face à cette résistance. Ce nuage Ishimoku en données journalières, on est en train de le longer. Donc c'est décisif, hein, concrètement aujourd'hui. Soit on intègre le nuage et on se décide à le franchir par cette faiblesse, hein. C'est, si je puis dire, la séance de la dernière chance. Sinon, on se replie et on sera bloqué sous une résistance qui va arriver ici. Parce qu'on a une vision future grâce à Ishimoku, avec ce nuage qui est projeté 26 périodes dans le futur. Et on aura donc cette SSB, cette résistance à 13 355. Donc de deux choses l'une. Soit on franchit le nuage et ce niveau-là, ce palier d'SSB sera un support et pourrait soutenir la hausse. Soit inversement, on intègre le nuage par le bas. Dans ce cas-là, ce niveau-là, ce palier d'SSB sera une forte résistance et là on aurait des perspectives baissières. Donc voilà pourquoi Ishimoku nous dit que la séance d'aujourd'hui sera très importante. Ça nous permettra de déterminer si ce palier d'SSB sera après-demain un support ou une résistance. En données H4, vous voyez, on a franchi le nuage par le bas.
Signal de vente ici, mais pas de validation. La lagging span refuse d'intégrer le nuage et rebondit ici. On en profite également pour rebondir d'un point de vue des cours sur le retracement de Fibonacci à 50%. Un retracement qui se base sur le repli qui a été initié le 4 janvier et qui a pris fin donc 2 mois après, le 7 mars. C'est le retracement à 50% qui sert de support à l'heure actuelle. Le Nasdaq, donc vous voyez, il y a un retour, le trou d'air a agi encore une fois, retour sur ce support, la SSB, et vous comprendrez l'importance de cette configuration. Parce qu'effectivement, si on passe en dessous, cette SSB pour le DAX, c'est une résistance. Si on se maintient au-dessus, c'est un support. Comme c'est le cas pour les indices américains. C'est un support. Ce palier d'SSB est un support. Si on avait intégré le nuage ici, ce serait une résistance et on aurait eu du mal à franchir ce niveau-là. Ce n'est pas le cas. C'est notre support. La baisse d'hier s'est arrêtée à ce niveau-là, 14 835 points. D'un point de vue H4, on est bien loin d'être sorti par le bas du nuage. La lagging span a tout de même une certaine marge de manœuvre à la baisse, alors qu'à la hausse, elle n'a que 0,5% de marge de manœuvre avant de rencontrer son premier obstacle, la Kijun. Le S&P 500 a également réagi au trou d'air, mais s'est contenu et est allé chercher, si je puis dire, vous savez, très souvent, ces paliers d'SSB, normalement, il faut les prolonger parce que ce sont des niveaux de support et de résistance par la suite. Et donc, très précisément, les 4510, c'est la prolongation de la SSB et donc c'est un support. Quel est le prochain support si on casse ce support-là? C'est le prochain palier de SSB 4455. C'est aussi simple que cela, Ishimoku, c'est très visuel et ici, on est allé chercher le prochain support et c'est cette prolongation de palier de SSB. On n'en parle plus beaucoup en Good Morning Market, on le fait assez naturellement, mais donc je répète ces choses-là pour que ce soit intégré par les débutants. Le S&P 500 a refusé lui de sortir par le bas, a donc refusé de sortir par le bas du nuage en données H4. Je vous rappelle que le Nasdaq en est bien loin, le DAX en est déjà sorti, donc vous voyez ici reprise avec une certaine marge de manœuvre de 0,80% à la hausse et à la baisse également 0,85%. On est vraiment à l'équilibre d'un point de vue des prix, parce qu'on est dans le nuage, pratiquement à l'équilibre d'un point de vue de la lagging span, si je puis dire, parce qu'on a une marge de manœuvre similaire, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc, on attend. Statu quo ici pour le S&P 500. Vous voyez, un Dow Jones qui a réagi également au trou d'air et qui revient sur ce palier de SSB qui représente ici les 34 500 points environ, avec une lagging span sous pression parce qu'elle a un nuage juste au-dessus d'elle, alors que la marge de manœuvre à la baisse est immense, 1,90%. À la hausse, on a 0,5% avant de rencontrer un obstacle. Donc vous voyez, ce raisonnement de marge de manœuvre de la lagging span est également très important pour interpréter le système Ishimoku. On passe sans plus tarder sur le compartiment des crypto-monnaies. Désolé si je vais assez vite aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, on a pris du temps sur le contexte de marché. On a parlé de l'hebdo. L'hebdo est très important sur les cryptos à l'heure actuelle parce que c'est ce qui nous donne la résistance à aller chercher. Autant le journalier nous donne la résistance de très court terme, c'est la moyenne mobile à 200 périodes, on va le voir. Et à moyen terme, c'est ce palier de Kijun, 51 000 $ pour le Bitcoin qui invalide la sortie de nuage par le haut pour le moment. D'un point de vue journalier, vous voyez, on est toujours sous cette moyenne mobile à 200 $, à 200 périodes, pardon. C'est la résistance de court terme. Dernier rempart avant cette Kijun en palier hebdomadaire que j'ai ajouté ici sur mon graphique. Je vais le noter pour plus de précision pour ceux qui nous rejoignent. Et donc c'est quelque chose que je fais assez souvent, ça me permet d'avoir une visibilité sur deux unités de temps différentes sur un seul et même graphique. Ici, ce qui m'importait, pour moi le plus important, c'était cette Kijun hebdo, donc je ne rajoute que ça. Pas besoin de rajouter tous les éléments Ishimoku, ça ferait beaucoup trop d'éléments sur mon graphique et il serait illisible. Le meilleur trading est le trading qui reste simple. Et on notera au passage second pullback sur la borne inférieure de notre triangle. Donc voilà pour les éléments de court terme. L'élément de court terme, c'est la moyenne mobile à 200 périodes. L'élément de moyen terme, c'est la Kijun en palier. Ici, on avait ajouté un élément Ishimoku H4 sur notre graphique H1. C'est le nuage Ishimoku H4. Comme on peut le voir, on est sorti par le bas du nuage H1.
que voici, après ce signal, un signal qui a été validé ici par la lagging span. Donc, vous voyez, on a eu tout de même un beau mouvement, une baisse de plus de 3% depuis la validation du signal, et on réintègre le nuage H4 très rapidement. Donc ici, c'est un graphique H1. Encore une fois, je travaille avec deux Ishimoku. Mon graphique, mon Ishimoku H1 en couleur, et mon graphique, mon Ishimoku H4 en noir et blanc. Pour le mettre en noir et blanc, il suffit de changer la couleur de la SSA et la SSB. Ce sont les deux éléments qui font le nuage. Ce sont les deux droites. L'écart entre les deux, c'est le nuage. Je choisis des gris différents avec des teintes différentes. Ça me donne un nuage en noir et blanc pour une meilleure visibilité. Donc je remarque que les cours restent scotchés à l'intérieur du nuage. On n'en sort pas par le bas pour le moment, et on peut même s'amuser, si on utilise tous les outils qu'on a à disposition, à tracer une projection de soda, voir si elle a été atteinte, si on a atteint un objectif selon soda. Ici, j'enlève les 3E, ce n'est pas d'actualité, c'est plus un V que l'on va chercher. Et voyez, c'est magique, hein, entre guillemets. C'était le support qu'on a atteint ici, les 45 000 $ environ. C'est la projection de Soda V qui permet de finaliser cette vague baissière. On l'a surpassé, mais on l'a utilisé par la suite en tant que support pour se hisser à l'intérieur du nuage. Donc vous voyez, je mets tous les outils que j'ai, les éléments du système Ishimoku bout à bout pour interpréter un graphique et en extraire des scénarios et voir lequel est le plus probable. L'Ethereum en données hebdo, on s'est déjà attaqué, on l'a vu hier, à la Kijun en données hebdo, 3500 $ environ, 3510 pour être plus précis, et on se replie au contact de cette dernière. On a une sortie du nuage par le haut, mais on est bien loin, bien loin. On y était presque. On a failli avoir une validation. C'était vraiment juste. Ça dépendait vraiment du franchissement de la Kijun, hein, on a l'impression. Et là, ça aurait été un double signal, un signal extrêmement fort. Il n'a pas eu lieu. Vous voyez, la lagging span refuse très précisément, donc la Chikou, je la mets en épaisseur max, de franchir cette bougie. Au dernier moment, elle se replie. Donc là, soit on repasse ici sous la Tenkan et donc on aurait par la suite des obstacles, donc les chandeliers japonais, soit on se redresse aujourd'hui et c'est validation du signal aujourd'hui pour l'Ethereum. Pour l'Ether, ce serait la même chose normalement pour le Bitcoin. On devrait avoir un signal à ce moment même, donc je pense que cela se matérialiserait par une cassure de la moyenne mobile de 100, et donc dans ce cas-là, ce serait un gros signal de long terme pour l'Ethereum et la voie serait ouverte pour les records historiques. Mais d'un point de vue journalier, vous voyez, on se replie au contact de la moyenne mobile de 100, on tentait de se maintenir au-dessus. On a eu un setup ici de chandelier japonais baissier et la baisse se matérialise. Donc peut-être un retour vers les 3113 $ si on ne parvient pas à aller plus haut à la séance d'aujourd'hui et à donner surtout un signal de moyen terme sur l'hebdo. Donc franchissement de la Kijun hebdo que je vais ajouter immédiatement. Et d'ailleurs, petite parenthèse, hein, pour ceux qui sont très intéressés par les crypto-monnaies, je vais publier une vidéo en fin de matinée. On va parler de crypto-monnaies que l'on va commencer à aborder en Good Morning Market. Je vais vous expliquer ces différentes crypto-monnaies et leur potentiel éventuellement. Donc une vidéo très complète, hein, qui sera publiée en fin de matinée et cela face aux nouvelles cryptos que l'on a ajoutées à notre offre, à l'offre XTB. Ici, je rajoute la Kijun Hebdo, vous voyez, hein, elle est pratiquement confondue à la moyenne mobile à 200 paires. Donc voilà, on a analysé dans le détail l'Ether et le Bitcoin. L'Ether, on pourrait aller plus loin, hein, vous voyez, en données H4, on est allé chercher le nuage. Quand pour le Bitcoin, en données H4, on est dans le nuage. Ici, on l'a intégré, on en est ressorti et on rebondit dessus. Et donc, en données H1, on en est sorti par le bas, on a eu le même signal que pour le Bitcoin, signal qui a été validé très précisément ici, s'en est suivi une baisse de près de 4%, et si on utilise encore une projection de Soda, je suis persuadé qu'on pourrait avoir plus ou moins l'objectif. Vous voyez, ce qui a servi de support, hein, la projection de Soda a été surpassée, on revient très vite à cette projection et on l'utilise comme support, direction les 3400 $ si on parvient à maintenir cet élan haussier. Voilà. Pour les crypto-monnaies, la suite en fin de matinée dans une vidéo séparée pour parler de nouvelles crypto-monnaies que l'on propose. Ne manquez pas cette vidéo, je vais vous parler de projets extrêmement intéressants. On me demande très souvent quelle crypto-monnaie privilégier. Je parle que de Bitcoin et d'Ether parce que ce sont des blockchains, des protocoles que je maîtrise. Je n'ai pas la même connaissance des autres protocoles, mais je m'intéresse de plus en plus et vraiment en profondeur à certaines crypto-monnaies. Et elles sont très intéressantes et j'ai hâte de vous présenter
ma vision de ces crypto-monnaies. Donc ce sera en fin de matinée. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On commence par le métal précieux, le gold en données journalières. Vous voyez, hein, on fait du surplace sur ce support, sur ce retracement de Fibonacci à 61,8%. Si on se base sur le repli, hein, depuis tout simplement les records historiques, hein, un repli qui nous ont mené vers un support au début du mois de mars, un plancher aux alentours des 1680 dollars l'once. Alors maintenant, on est à un moment crucial, encore une fois, hein. Lorsqu'on s'approche comme ça d'un nuage avec un twist, c'est un moment crucial parce que c'est exactement la même chose pour le DAX, hein, et ça vous permettra de comprendre une autre configuration Ishimoku, de bien l'intégrer. Soit on intègre le nuage par le haut et le palier de SSB sera un support, palier de SSB qui est confondu avec le retracement de Fibo à 61,8%, soit on traverse le nuage par ce twist et ce retracement à 61,8% sera une résistance, donc les perspectives seraient baissières. Inversement, si on intègre le nuage, perspective haussière confirmée en cas de sortie. Donc voilà le raisonnement en données journalières, en données H4. Ici, on a une projection de soda en cas de perspective haussière et de sortie de nuage par le haut en données journalières, je vous le rappelle. Et l'objectif serait 1985 dollars l'once. Le pétrole WTI, on a parlé de tous les catalyseurs, beaucoup de choses sur le pétrole WTI, que ce soit d'un point de vue de la pandémie, que ce soit d'un point de vue de l'interdiction d'importation de pétrole russe par l'Union européenne, que ce soit d'un point de vue de la libération des réserves stratégiques, notamment par les États-Unis à hauteur d'1 million de barils par jour, soit 180 millions de barils en 6 mois, mais également l'augmentation d'importation de pétrole en provenance du Canada et peut-être, hein, la remise au goût du jour de Keystone XL qui avait été suspendu pour des raisons écologiques par Joe Biden. Donc vous voyez, énormément de catalyseurs sur le marché pétrolier. Un marché pétrolier qui ne cède pas avec un WTI toujours au-dessus des 100 dollars le baril, c'est vraiment notre boussole, hein. Ce sont les 100 dollars le baril. Tant qu'on se maintient au-dessus, c'est haussier. Alors pardon, je suis passé sur le silver sans faire exprès. C'est haussier en journalier. Dans tous les cas, c'est haussier tant qu'on est au-dessus du nuage. Et d'un point de vue personnel, ça n'engage que moi. Je verrai très bien le pétrole WTI longer ce nuage pour venir s'attaquer avec force aux 110 dollars le baril, soit plus ou moins ce palier de Kijun. Et si on casse ce palier de Kijun, hein, c'est retour aux 125 dollars le baril. D'un point de vue H4, ce scénario serait renforcé si on venait à franchir le nuage et donc si on venait à passer au-dessus des 107,60. Alors le gaz naturel, on en a parlé, c'est parti, on a cassé les 78,6%, on est au-dessus du seuil psychologique des 6, la voie est ouverte vers les 6,475. La messe est dite pour le gaz naturel, on attend simplement que ce scénario soit finalisé et qu'on atteigne donc les récents sommets qui datent du 6 octobre 2021. Un mot sur le blé, parce qu'on l'a dit, hein, il y a donc des facteurs fondamentaux en provenance du blé aux États-Unis, le blé d'hiver, hein, il y a eu des sécheresses donc qui assombrissent les perspectives et il y a également des destructions par l'armée russe qui sont haussières pour le blé et c'est pour ça qu'on a eu un gap haussier, mais vous voyez, hein, d'un point de vue H4, on n'a pas réussi à traverser le nuage, malgré un twist, et on l'a longé à la baisse. On est sur la Kijun très exactement. Donc si on franchit le nuage, et là le niveau à surveiller c'est les 1070, hein, même si à présent on est au-dessus des 1000, notre boussole cette fois-ci, pour le blé, hein, de la même manière que pour le pétrole, les 100 c'est notre boussole, parce que c'est un seuil psychologique très important. Les 1000 sont tout aussi importants pour le blé. Et ici, si on passe au-dessus des 1070, on renforce les perspectives haussières. Et très intéressant, on a peut-être un broadening pattern. J'en parle très souvent de ce setup Ishimoku, un double creux façon au soda. On est dans cet intervalle de moins de 26 périodes, vous voyez, un creux A, un creux B, le creux B supérieur au creux A. Et donc, c'est une projection 3E. Voici les objectifs. Très optimiste comme objectif, très éloigné, avec un E3 qui est au niveau ici de ces sommets qui datent du 8 mars. Hein, donc, si la situation, si ça continue, si on passe au-dessus des 1070, on a un potentiel de hausse considérable de 18% pour le blé, un peu moins de 18%. J'insiste là-dessus parce que ça pourrait arriver très vite, en tout cas si ça casse les 1070. Donc voilà, j'avais beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, c'est fait. Un dernier mot sur le marché d'échange avec un vert qui a enfin franchi cette résistance, la fameuse résistance qui maintenait le roi du marché d'échange. Il l'a pulvérisé et il se dirige vers le seuil psychologique des 100. Et donc, en données H4, on le voit, c'est d'autant plus flagrant avec ce signal d'achat ici. Vous voyez, et on a eu validation et c'était assez impressionnant.
et l'euro-dollar est au tapis sous les 1,09. Et maintenant, on va aller chercher les 1,0850 si cette dynamique venait à se poursuivre. Donc concrètement, sur l'euro-dollar, les perspectives ne seront haussières qu'en cas de deux signaux différents. Il faut dans un premier temps une cassure de cette oblique baissière, dans un second temps une traversée du nuage. Si ces deux conditions ne sont pas respectées, les perspectives ne sont pas haussières pour l'euro-dollar. C'est aussi simple que ça. Et c'est une stratégie qui marche depuis que cette oblique baissière existe, depuis mai 2021. Ça fait bientôt un an. On a eu des cassures de l'oblique baissière, mais pas de cassure du nuage. Vous voyez ici, cassure de l'oblique baissière, mais pas de cassure du nuage. Le nuage renvoie les cours. Pullback sur l'oblique baissière, on rattaque le nuage fait résistance et on réintègre sous l'oblique baissière. Impossibilité de casser l'oblique baissière, donc il y a vraiment deux conditions. Cassure de l'oblique baissière, franchissement du nuage. Ce n'est qu'à ce moment-là, effectivement, qu'on pourrait s'attendre à une hausse considérable de l'euro-dollar. Tant qu'il n'y a pas ces deux conditions, les perspectives sont baissières. Est-ce qu'on va aller à la parité? Peu probable pour le moment. En tout cas, les 1,08 seront le support de la dernière chance avant d'aller chercher les 1,0650. Et sur ce, je mets un terme à ce Good Morning Market qui sera très long, qui est très long, je pense. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard pour la vidéo sur les crypto-monnaies. Si vous y êtes intéressé, je vous invite à la visionner. Si vous pensez que vous n'y connaissez pas grand-chose, vous inquiétez pas, ce sera donc une présentation qui sera ouverte à tous. Je vais simplement vous expliquer à quoi faire attention concernant le marché des crypto-monnaies quand on veut investir, sur quoi se baser pour sa décision. Donc, et je vais vous présenter ces nouvelles crypto-monnaies. On ne parlera pas de Bitcoin et d'Ethereum, on en a assez parlé, on en parle tous les jours, mais on va parler de nouvelles crypto-monnaies qu'on abordera tous les jours à partir de maintenant en Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre temps, pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une excellente journée et on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.